Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième webinaire sur la série sur la négociation des options en collaboration avec la Bourse de Montréal. Mon nom est Martin Noël. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, écoutez, j'ai plus d'une trentaine d'années d'expérience, bientôt près de 40 en fait maintenant, hein, donc les années passent vite. Donc, j'ai commencé ma carrière sur le parquet de la Bourse de Montréal à titre de stagiaire et ensuite j'ai gravi les échelons auprès des firmes de courtage. J'ai été négociateur on appelait ça un négociateur client, et ensuite négociateur professionnel, spécialiste sur options, mainteneur de marché sur options, négociateur indépendant sur le parquet de la Bourse de Montréal. Et je me suis joint donc en 1996 à la Bourse de Montréal à titre de responsable du marché des options. Et là, j'ai occupé plusieurs postes par la suite lorsqu'on a fermé les opérations de parquet. Donc, on est devenu entièrement électronique. J'ai eu l'opportunité de travailler pour le développement des affaires, pour recherche et développement. J'ai eu l'opportunité également de travailler du côté de l'Institut des dérivés, donc où j'ai pu participer au lancement de cet institut. C'est là que j'ai commencé à enseigner et donc à faire de la formation, et ça m'a permis aussi de devenir chargé de cours à l'UQAM et aussi à l'école de technologie supérieure ou disons un programme d'ingénierie financière dans lequel je contribue également. Donc, c'est une carrière remplie tant au niveau pratique qu'au niveau théorique, puisque aussi je suis en mesure aussi de comprendre toute la théorie en arrière de ces produits. Donc, j'ai commencé du côté pratique pour apprendre la théorie. Il n'y a pas de façon de faire. L'important, c'est d'aller de l'avant. Donc, avant de continuer, bien sûr, notre petit avis de non-responsabilité. Tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait est à titre de formation et d'information. Et rien ne saurait être interprété comme étant des recommandations pour acheter ou vendre toute valeur mobilière. Il est fortement recommandé de consulter vos conseillers fiscaux et financiers avant de faire toute transaction sur les valeurs mobilières. Donc, ce webinaire s'inscrit dans une série de 3 en collaboration avec la Bourse de Montréal et le site lesoptions.com. Ce webinaire, c'est le deuxième. Donc, il va porter sur les principes de base. C'est un aspect de la négociation qu'on oublie souvent. Donc, on pense souvent au marché. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prédire, par exemple, où s'en va le marché. On doit avoir une opinion sur le marché. Mais il y a un aspect fondamental qui est souvent oublié. Ce sont des principes de base qu'on doit maîtriser qui n'ont pas nécessairement rapport avec le marché, c'est-à-dire soi-même, notre relation face à la négociation. Et ça, c'est un aspect extrêmement important. Bien se connaître. Mon ami Michel Villa, pour ceux qui le connaissent, a développé une expertise vraiment importante, extraordinaire sur tout ce qui est la psychologie de l'investisseur, pour ceux que ça peut intéresser. Donc, je vous invite à essayer de surfer sur le net son nom, Michel Villa. Et vous allez voir, c'est un jeune homme rempli de talent. Donc, aujourd'hui, c'est la négociation des options, des principes de base. Le prochain webinaire sera l'importance d'identifier l'état du marché, puisque, bien sûr, le marché, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va générer des rendements. Et c'est important d'avoir une vision également face au marché. Donc, sans plus tarder, négociation des options, les principes de base. Donc, le contenu de ce webinaire va porter sur les principes de base essentiels. Ensuite, nous allons voir l'importance d'avoir un plan, de l'exécuter, et nous allons prendre connaissance de la diversification stratégique, de ces principes de diversification stratégique qui nous permettent en fait, d'établir une profitabilité ou une espérance de profitabilité à long terme, parce que vous savez que on ne peut pas prédire où s'en va le marché. Donc, si on pouvait le faire, bien sûr, hein, on aurait chacun des portefeuilles avec des rendements faramineux. Donc, ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'il faut jouer avec une certaine probabilité. Donc, on va voir le principe
de l'approche probabiliste la semaine prochaine, dans le prochain webinaire. Donc, les principes de base, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour partir du bon pied, il est nécessaire d'utiliser les ressources qu'on possède déjà. Donc, on va partir de quelque part là, avec ce qu'on a. On s'en va dans une direction, mais il ne faut pas penser qu'on n'a pas d'outils déjà en place. On a déjà une approche, on est déjà en mouvement. Et comment on fait pour continuer sur cette lancée-là? Donc, on va commencer avec ce qu'on connaît déjà. Donc, déjà, au départ, c'est important. Il n'est pas nécessaire de tout effacer et de recommencer à zéro. Donc, en tant qu'investisseur, on a développé une approche ou une méthode pour choisir nos titres avec plus ou moins de succès. Et on va partir de ça. Donc, c'est important de se concentrer sur ce qui fonctionne déjà et d'améliorer ce qui marche moins bien, tout simplement. Pour la plupart d'entre nous, on va choisir nos titres, c'est pas nécessairement un problème. On a la capacité de définir quel type nous plaise, quel autre nous plaise moins. Et donc, généralement, choisir les titres, ça va assez bien. Mais c'est de prendre la décision de revendre qui, trop souvent, pose problème. Quand est-ce qu'on liquide notre position? Donc, ça nous demande une certaine réflexion. Quand est-ce qu'on doit prendre nos profits ou quand est-ce qu'on doit prendre nos pertes? Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez difficile pour le commun des investisseurs parce que prendre une perte, c'est comme se dire, c'est admettre un échec. Donc, et ça, l'être humain n'aime pas admettre qu'on a fait une erreur, qu'on a échoué. Donc, c'est psychologique. Et on a tendance à garder des titres perdants un peu trop longtemps. Donc, on a tous entendu parler du vieil adage qui dit qu'il faut laisser courir les profits et prendre ses pertes rapidement. Donc, bien que ce soit vrai, avec les actions, lorsqu'on fait des options, par exemple, la dimension temps doit faire partie de l'équation. Donc, quand on a des actions, laisser courir nos profits, ça va bien. On se dit, je laisse aller mes profits. Souvent, on a tendance à faire l'inverse. On laisse courir les pertes et on prend des profits plus rapidement. Mais être trop patient peut nous jouer de mauvais tours quand on fait des options parce qu'on a une question d'échéance. Donc, le synchronisme ou le timing devient plus important avec les options qu'avec les actions. Et surtout, en fonction du style d'investisseur qu'on est, la prise de profit et de perte pourra varier également grandement. Donc, par exemple, un investisseur de style valeur, comme Warren Buffett, par exemple, il sera beaucoup plus patient en période de marché baissier qu'un investisseur actif qui négocie sur marge, par exemple. Donc, le risque est différent d'un type de négociateur à l'autre. Donc, un investisseur de type valeur va profiter des baisses du marché pour accumuler des titres, pendant que l'investisseur actif, lui, va liquider ses positions pour limiter ses pertes. Vous voyez qu'on n'est pas dans la même dynamique. Donc, c'est important de bien connaître ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut accomplir et comment on veut l'accomplir. Donc, il va être important de faire une évaluation de son style de négociation actuel et de celui qu'on veut mettre en place éventuellement, puisque peut-être qu'aujourd'hui, on n'est pas satisfait de ce qu'on aimerait changer de style de négociation. Donc, ça va être notre point de départ, mais c'est pas tout. Il va falloir se connaître également comme personne, être à son maximum, mentalement et physiquement, connaître les rudiments du métier, avoir un plan, avoir la discipline de le suivre et de l'améliorer surtout. Ce sont les éléments essentiels pour partir du bon pied et avoir du succès. Donc, ce sont des éléments. Moi, quand je suis arrivé sur le parquet, je me suis rendu compte que je devais faire attention à mon style de négociation, comment je réagissais par rapport à des pertes ou au profit. Donc, investir ou négocier, professionnellement ou pas, c'est un combat psychologique où nous sommes notre pire ennemi. La façon dont on va réagir lorsqu'on va subir des pertes va nous en dire beaucoup sur nous-mêmes. Une chose qui est essentielle pour réussir comme investisseur, c'est d'accepter que les pertes fassent partie de l'équation. Donc, c'est la première chose qu'il faut apprendre lorsqu'on négocie, c'est que
on va perdre. On ne gagnera pas tout le temps. Donc, ça fait partie de l'équation. On doit les accepter, mais ce qui est important, c'est plutôt de ne pas prendre une perte comme étant un échec, mais plutôt comme des frais d'exploitation, par exemple. Ça veut dire que ça fait partie de notre quotidien. Il faut apprendre à perdre. Donc, la première chose, moi, que j'ai dû apprendre sur le parquet, c'est à perdre. Je me souviens de ma première transaction dans la corbeille de négociation, là, des contrats à terme quand j'ai commencé comme négociateur indépendant. Les contrats à terme sur les obligations de 10 ans. Donc, le contrat CGB est un contrat à terme. Quand je suis rentré sur le parquet, j'ai été accueilli là, par mes collègues qui essayaient de m'intimider, de m'impressionner. Donc, vous savez, toujours un petit jeu qui se joue. Donc, c'est à la blague, mais donc, on essaie de déterminer quel genre de tempérament on a. Et donc, dans une corbeille avec 30, 40, 50, 100 personnes, eh bien, il faut faire notre place et puis il faut démontrer qu'on ne sera pas nécessairement impressionné par cette corbeille-là. Mais ça peut être intimidant lorsque c'est la première fois qu'on entre dans une corbeille comme celle-là. Donc, je suis entré pour faire ma première transaction. C'était une position d'achat. Et là, on me tirait la pipe. Martin, donc, tu viens faire ta première transaction. T'as pas peur. Non, attention. Bon, etc. Donc, je prends ma position. Je sors de la corbeille. Je m'en vais m'asseoir à ma place pour évaluer, en fait, la position. Ça faisait pas 15 minutes que j'avais pris cette position-là, qu'elle était déjà perdante et que j'avais atteint mon point de sortie et que ben je devais revenir dans la corbeille pour prendre ma perte. Donc, on savait que j'avais acheté. Maintenant, je rentrais dans la corbeille. C'était probablement pour prendre ma perte puisque le marché avait baissé. Donc, et voilà, là, mes collègues me tirent la pipe encore. Martin, donc, viens-t'en, on est là, viens nous vendre ta position, etc. Et donc, c'était un peu comme mon initiation. Et puis, bon, j'entre dans la corbeille, je prends ma perte, puis je ressors aussitôt. Donc, vous savez que, bon, prendre une perte, quand physiquement, on doit le faire au vu, au su de tout le monde, c'est une chose, mais maintenant, on est derrière notre écran. Il n'y a pas de raison pour nous empêcher, pour nous intimider de prendre notre perte. Donc, il n'y a pas d'excuse. Pas d'excuse. Donc, quand c'est le temps de prendre une perte, on la prend, point final. Ne pas se poser la question, je rentre dans la corbeille, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils savent que j'ai pris une position, ils savent combien je vais perdre, etc. Donc, prendre sa perte, oui, c'est bien, mais il faut savoir quand la prendre. Ça, c'est bien important. C'est pas la prendre n'importe quand, n'importe comment. C'est pas laisser courir sa perte. Bon, certains investisseurs ont tendance à paniquer facilement, alors que d'autres ne paniquent pas du tout. Donc, ça aussi, ça fait partie de l'équation. Donc, important de connaître notre degré de tolérance au risque. Est-ce qu'on est du type tout ou rien ou joueur? Et donc, plus notre degré de tolérance au risque est élevé, plus nous devons encadrer notre démarche. Il faut parfois se protéger de nous-mêmes. Donc, quelqu'un qui est très tolérant au risque pourrait ne jamais prendre ses pertes et subir là des pertes qui pourraient s'avérer insurmontables. Donc, il faut, à un moment donné, dépendamment de notre style de négociation, là, mais si on est plus actif, il faut absolument prendre nos pertes. Donc, il faut déterminer à l'avance quand on va prendre nos pertes en ayant à l'esprit que les pertes de 50% ont toutes commencé par une perte de 10%. Et donc, le plan va nous aider à tracer ses limites. Donc, ça va nous prendre un plan. Donc, bien sûr, avant d'en arriver au plan, il y a l'aspect physique, mental qui est important à prendre en considération dans le trading ou dans la négociation. Donc, être en bonne santé mentale et physique nous permet de mieux performer. Très difficile lorsqu'on est malade d'être à notre meilleur, hein, donc on va convenir ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une condition d'athlète, bien sûr, là, pour pouvoir performer. Mais une bonne santé, une bonne condition physique et mentale est très certainement un plus. Ça va ajouter à notre succès. Brûler la chandelle par les deux bouts peut nous conduire à avoir des problèmes d'alcool, de drogue. Il finira par avoir un impact sur notre condition générale. Il est très difficile dans ces conditions d'avoir les idées claires et de prendre de bonnes décisions. Bon, être impulsif peut rapidement nous amener à prendre des décisions qui vont être contre-productives et qui vont nous nuire et vont nuire à notre performance. Donc, il en va de même lorsqu'on a des problèmes personnels en période de divorce, de mortalité ou problèmes financiers, par exemple. Ça peut nous occasionner des situations où on va prendre de mauvaises décisions.
Donc, la santé mentale ou la santé physique, très certainement un facteur de succès important pour notre réussite. Donc, bon, on a souvent l'image, hein, au niveau du trading, on a souvent l'image du négociateur qui se la coule d'eau sur le bord de la piscine. Ça semble facile, hein. C'est ce qu'on essaie de projeter, hein, le négociateur. Je suis à la maison, je fais mes affaires, j'ai tellement de temps en avant de moi. Ça semble tellement facile, mais encore, ça dépend du type d'investisseur qu'on est. Si on est très actif, on a beaucoup moins de temps quand on est très actif, on le passe beaucoup devant notre écran. Si on est comme Warren Buffett, on est un investisseur de style valeur, ben on peut passer nos journées sur le bord de la piscine, alors que quand on est négociateur sur la séance, on va plutôt passer sa journée devant les écrans, et ça, bien, ça veut pas dire que ça va à l'encontre de l'image qu'on projette du négociateur qui est au-dessus de tout. Donc, il y a rien qui est jamais facile, même pour Warren Buffett, qui doit analyser des tonnes de rapports et d'analyses avant de prendre une décision. Alors que le négociateur sur séance, quant à lui, il doit être devant son écran toutes les heures d'ouverture. Donc, pendant les heures d'ouverture, pour pouvoir saisir toutes les opportunités. Puis après la fermeture, c'est pas terminé. Il doit ensuite faire ses analyses pour la séance suivante. Donc, il y a toujours un travail à faire. Donc, rien n'est facile, rien ne se fait sans effort. La négociation et l'investissement en général peuvent être comparés à un tournoi de poker qui est ouvert à tous. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. C'est c'est l'analogie que je fais. Tout le monde peut y participer, mais peuvent y gagner leur vie. Donc, c'est un tournoi ouvert, ça ne veut pas dire que c'est ouvert que finalement, quand tu vas t'inscrire, que tu vas réussir à gagner ta vie. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de joueurs amateurs de poker qui se frottent à des professionnels lors des différents tournois organisés un peu partout. Bien que chacun ait sa chance, la chance seule n'est pas garante du succès. À ce moment-là, il faut avoir une certaine expertise. Mais pour la bourse, c'est pareil. À chaque séance, on est en compétition avec les meilleurs négociateurs et investisseurs de l'univers. Et donc, on ne peut pas laisser le hasard seul dicter notre réussite. Donc, ce qu'il faut faire, c'est développer une niche en fonction de nos habiletés. Par exemple, il est inutile de vouloir se frotter directement avec les algorithmes de négociation des grandes institutions financières qui dépensent des sommes colossales à chaque année. Tout comme les contre-productifs de manger à tous les râteliers et de courir comme une queue de veau à tous les styles de négociation. Donc, il vaut mieux se concentrer sur quelques techniques qu'on va venir à maîtriser au fil du temps. Bon, ça prend un certain temps avant d'en arriver à avoir du succès, il faut être patient. Donc, on va s'améliorer avec le temps et la pratique, comme dans toutes les professions. Donc, au fil du temps, on va en arriver à maîtriser les différents éléments de notre trading. Donc, il faut compter jusqu'à 3 ans pour faire ces classes, et 5 à 10 pour en arriver à maîtriser la profession. Donc, permettez-moi de vous citer le grand maître des arts martiaux, Mas-Oyama, sur la différence entre être un débutant et être un maître. Il dit qu'on devient débutant après 1000 jours d'entraînement et un maître après 10 000 jours de pratique. Donc, on parle de 3 ans par rapport à 30 ans, vous voyez? Donc, pas besoin d'attendre 30 ans pour se considérer comme étant un bon négociateur, mais vous voyez dans l'esprit des arts martiaux comment on est humble et on en a toujours à apprendre. Donc, ça porte à réfléchir. Restons humbles, on a toujours du travail à faire et des choses à apprendre. Donc, comme pour toutes les choses dans la vie, il est très utile d'avoir du talent, mais plus on progresse, plus on se rend compte que le talent seul ne suffit pas. Il faut un ingrédient supplémentaire et c'est le travail. Il y a aussi la persévérance. On ne s'improvise pas joueur de basket, de soccer du jour au lendemain. Il en va de même pour les métiers de négociateur et d'investisseur. Donc, la pratique des techniques jour après jour est nécessaire à l'acquisition des habiletés essentielles à la mise en place de nos stratégies. Donc, le talent seul ne peut pas nous permettre de réussir. Le plus bel exemple, c'est Michael Jordan. Peu de gens se souviennent qu'il a déjà été retranché de l'équipe senior de son école secondaire à cause de sa petite taille. 5 pieds et 11 pouces à l'époque. Bon, piqué dans son orgueil, il a redoublé d'efforts et devint l'étoile de l'équipe junior pour ensuite, l'été suivant, il a commencé à continuer à s'entraîner d'arrache-pied. Et finalement, bon, il a grandi, hein, donc la nature faisant bien les choses. Il a ajouté 4 pouces, et ainsi de suite, pour atteindre les 6 pieds 3.
Le reste appartient à l'histoire. Son travail lui a permis de réussir. Puis, avec sa persévérance, eh bien, ça lui a permis également d'atteindre les plus hauts sommets. Donc, sans ces ingrédients-là, le travail et la persévérance, on ne peut pas réussir. Il en va de même pour n'importe quel travail qu'on va mettre en place, qu'on va entreprendre. Donc, ensuite, ça aussi, c'est un aspect qu'on néglige, mais connaître les rudiments du métier. Donc, c'est souvent négligé et sous-estimé. Ça semble aller de soi qu'il faut connaître les produits qu'on va négocier, mais c'est loin d'être superflu. Est-ce que le titre sur lequel je négocie verse un dividende? Tout simplement, déjà, la première chose, est-ce qu'il verse un dividende? Alors, si oui, combien et à quelle date sera-t-il versé? Quelle est la date de publication des prochains résultats financiers, par exemple? Quelles sont les dates d'échéance de mes options? Donc, avec notre agenda électronique, on peut se permettre de fixer à l'avance des échéances. Et donc, ça va nous permettre de ne pas oublier des événements importants. Donc, il n'y a rien de pire que d'oublier de se rendre compte qu'on a oublié qu'il y avait un dividende qui pourrait être versé. Par exemple, on se rappelle le lendemain qu'on aurait dû, par exemple, exercer ses options pour aller chercher un dividende, on ne l'a pas fait. Eh bien, c'est une opportunité qu'on a manquée. D'oublier, par exemple, que les marchés ferment à 13 heures aujourd'hui à cause d'une fête spéciale. Donc, on n'a pas liquidé notre position à 13 heures en pensant qu'on avait encore 2 ou 3 heures en avant de nous. Donc, ça m'est déjà arrivé. Puis, ça va sûrement vous arriver. Est-ce qu'on connaît bien les risques inhérents aux produits qu'on utilise? Bon, tels que les actions, les options, les contrats à terme, par exemple. Donc, tout ça, ça fait partie des rudiments du métier qu'on doit connaître. Maintenant, les techniques. C'est important de bien connaître les techniques qui vont nous permettre de prendre des décisions. Donc, l'analyse fondamentale, par exemple. Donc, l'analyse fondamentale qui est basée sur les résultats des sociétés et les facteurs macroéconomiques, alors que l'analyse technique, elle est fondée sur l'analyse des formations graphiques et les différents indicateurs techniques. Donc, ces différentes techniques d'analyse nous permettent de prendre des décisions en fonction de la valeur des titres et de choisir le bon moment pour effectuer nos transactions. Donc, l'analyse fondamentale est souvent perçue comme un opposant, un adversaire à l'analyse technique. C'est souvent l'une ou l'autre qu'on va choisir, mais dans les faits, une technique peut nous permettre de prendre de meilleures décisions. Pourquoi devrions-nous nous en passer? Donc, plus notre horizon de placement est court, moins l'analyse fondamentale va nous être utile, surtout en matière de timing ou synchronisme. Cependant, l'analyse fondamentale peut nous être utile pour construire notre liste de titres, donc de choix à partir de laquelle on va utiliser l'analyse technique pour entrer et sortir de nos positions. Finalement, il est aussi important de bien connaître les outils technologiques qui nous entourent, que ce soit les plateformes de négociation, les logiciels d'analyse et de gestion des positions. Puis, il ne faut pas sous-estimer la période de temps requise pour se familiariser avec une nouvelle plateforme de négociation lorsqu'on change de courtier, par exemple. Il y a toujours une période d'adaptation nécessaire. Donc, tout ça, ça doit faire partie des éléments à prendre en considération et à ne pas négliger. Maintenant, le plan. Donc, on arrive au plan. Extrêmement important. Le plan, c'est le nerf de la guerre, car si tu ne sais pas où tu t'en vas, tu risques d'arriver ailleurs. C'est toujours agréable de partir à l'improviste lorsqu'on va en voyage, mais à la bourse, c'est pas très, très bonne idée de prendre une structure, savoir un peu où on s'en va. Donc, mieux vaut savoir ce qu'on va faire que d'improviser sur le coup de l'émotion. Alors, le plan va nous aider à prévoir nos réactions lors des mauvais coups que nous allons inévitablement subir tout au long de notre aventure. Donc, c'est sûr et certain qu'on va connaître des contre-coups. Donc, le plan se décline en 3 points essentiels. C'est l'analyse ou la prise de décision, la gestion du capital et la gestion du risque. Les 2 derniers points sont primordiaux. Et on peut avoir la meilleure analyse en ville, donc la meilleure façon d'entrer dans un titre, mais si on n'a pas une bonne gestion du capital et du risque, on est assuré d'échouer. Et là, je pèse bien mes mots. Il ne faut pas oublier que le capital, c'est notre outil de travail. Moins on en a, moins on peut performer. Donc, j'ai en tête plusieurs exemples de négociateurs qui ont fait plusieurs millions de dollars sur le parquet et qui ont tout reperdu ensuite. Donc, c'est extrêmement important. Ils étaient bons, voire même excellents pour laisser courir les profits, mais ils ne savaient pas comment gérer leur risque, ils ne savaient pas quand est-ce prendre leurs pertes ou quand réduire leur position. Il ne faut pas oublier que tant qu'on a du capital, on a une chance.
il y a un vieil adage sur le parquet qui dit qu'il faut s'arranger pour être encore là le lendemain matin. Ça, c'est extrêmement important. Si tu n'es pas là, tu ne pourras pas te refaire. Donc, c'est vrai, la gestion du risque implique qu'on va savoir quand prendre sa perte, alors que la gestion du capital fait référence au capital disponible, donc le capital qu'on va mettre à risque pour de nouvelles positions. Il est très, très important de moduler nos positions en fonction du capital disponible. Donc, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et si on va réduire, on augmentera nos positions selon le capital qu'on aura en place. Plus on va avoir de capital, plus on va pouvoir prendre de positions. Moins on en aura, plus on va réduire nos positions. C'est aussi simple que ça. Donc, le premier point, c'est l'analyse, la prise de décision. Donc, ça fait partie du plan lié à la prise de décision, cette analyse-là. Donc, est-ce que j'achète ou est-ce que je vends? Donc, ça, c'est primordial. J'entre dans la position ou je sors de la position. Donc, on va convenir qu'il nous faut une méthode pour prendre ces décisions. Donc, on a beau savoir que le hasard réussit à battre la moyenne des gestionnaires de portefeuille, ça ne veut pas dire qu'on doit prendre nos décisions par un pile ou face, n'est-ce pas? Donc, au contraire, que faire si on n'a pas de méthode? Eh bien, si on a une mauvaise méthode, qu'est-ce qu'on fait? Ben, sachez qu'il vaut mieux avoir une mauvaise méthode que pas de méthode du tout, parce qu'une mauvaise méthode peut toujours s'améliorer. Donc, déjà même si on a une mauvaise méthode, commençons par ça, puis essayons point par point de l'améliorer. Donc, il est important de comprendre que la méthode appartient au négociateur, à l'investisseur. Peu importe si nos décisions sont prises par le biais d'une lettre financière ou par un travail d'analyse méticuleux, on est toujours responsable de nos décisions. Il est très, très, très facile de jeter le blâme sur la mauvaise analyse de quelqu'un d'autre. Mais même là, il faut assumer la décision qu'on aura prise, même si ça vient de la recommandation de quelqu'un d'autre. Donc, on dit que c'est pas de ma faute, c'est son analyse qui était pas bonne, etc. Ça, c'est la chose la plus facile à faire, mais c'est très contre-productif. Parce que ça veut dire qu'on n'apprendra pas. Ça veut dire qu'on n'a pas maîtrisé l'aspect décisionnel en arrière de cette recommandation-là. Donc, on est dépendant de la décision de quelqu'un d'autre, et ça, il faut devenir de plus en plus autonome lorsqu'on veut négocier. Donc, il est important de s'approprier tout le processus d'analyse et de bien le comprendre, puis d'en faire nôtre. Faut que ça devienne notre système, même si c'est le système de quelqu'un d'autre. Donc, pourquoi c'est important? Bien, tout simplement parce qu'il est presque impossible de négocier le système d'un autre. Je l'ai appris à la dure, par expérience. Et surtout, quand on passe à travers une mauvaise séquence. Quand ça va bien, si quelqu'un vous fait des recommandations, puis ça va super bien, profit, il n'y a pas de problème, je vais te faire confiance. Mais éventuellement, on va tomber dans une séquence de pertes. Et là, on ne connaît pas sur quelle est la base sur laquelle ces décisions-là ont été prises. Et là, combien de pertes consécutives avant de recommencer à gagner on va prendre. Et ça, bien, si ce n'est pas notre système, on ne pourra pas faire confiance, mais on ne pourra même pas améliorer notre méthode. Donc, il n'y a pas de système universel. Une méthode peut fonctionner pour quelqu'un, mais pas pour un autre. Bon, est-ce que la méthode est appropriée pour mon style de négociation? C'est le genre de question qu'on doit se poser. Donc, peut-être qu'elle est trop à court terme, alors que nous autres, on vise le long terme, ou elle est trop à long terme, alors qu'on vise le court terme. Donc, il faut trouver une façon de faire qui va nous ressembler. Donc, il faut s'approprier la méthode, en prendre la pleine responsabilité. Donc, ça veut dire qu'on va construire une méthode à partir des techniques et des outils qu'on utilise déjà, et on va ajouter des éléments pour améliorer notre processus. Et donc, on va utiliser des outils, des techniques avec lesquels on est familier et dans lesquels on a confiance. C'est ça, c'est la première partie du plan. Maintenant, la gestion du capital, ça fait référence au capital qu'on nous sommes prêts à mettre en jeu sur une transaction. Donc, sur un signal d'achat ou un signal de vente, ou sur une stratégie en particulier. Donc, on doit ajuster nos positions en fonction du capital disponible. On augmente ou on va réduire la taille de nos positions en fonction de ce capital-là. C'est extrêmement important d'avoir une bonne gestion du capital si on veut éviter ce qu'on appelle le risque de ruine, c'est-à-dire le risque de tout perdre sur une seule transaction. Donc, prenons par exemple la foudre. S'il n'y avait qu'une seule façon de mourir sur Terre et que c'était d'être frappé par la foudre, alors que bien que les probabilités soient extrêmement faibles qu'on meure frappé par la foudre, eh bien, on finirait tous par être frappé par elle et éventuellement par mourir, même si ça peut prendre des milliers d'années. Donc, il ne faut pas sous-estimer
ce qui nous apparaît comme étant des faibles probabilités d'occurrence. On sait que dans les marchés boursiers, la courbe de la loi normale, dans les extrêmes, n'est pas exacte à ce qu'on doit s'attendre. Donc, il y a plus de risques de perte que la loi normale nous le dit. Et donc, il y a plus de chances de perdre que ce qu'on pourrait penser. Donc, on a beau dire que les probabilités de gagner à la loterie sont faibles, mais on voit régulièrement des gens qui gagnent à la loterie. Donc, on voit que c'est possible que ça puisse arriver. Donc, on peut avoir une méthode et un taux de réussite de 98%, mais s'il est possible de tout perdre lorsqu'on tombe dans le 2%, alors on peut être assuré de tout perdre éventuellement. 100% de notre capital. Donc, ça veut dire qu'on doit gérer ce capital-là. Donc, pour éviter le risque de ruine, on va répartir notre capital sur plusieurs transactions aux stratégies différentes. Et ça va être le principe de la diversification stratégique qui est reconnu en finance qu'on va voir dans quelques diapositives. Maintenant, au niveau de la gestion du risque, eh bien, permettez-moi de vous citer un des grands négociateurs contemporains aux États-Unis. Vous pourrez le googler si vous voulez, Paul Tudor Jones. Toute mon attention, il dit, toute mon attention est toujours portée sur la perte potentielle et non sur le gain potentiel. Ne visez pas à faire de l'argent, mais concentrez-vous plutôt à ne pas en perdre. Donc, au départ, on veut préserver nos billes, notre capital. Donc, la gestion du risque, pour lui, est l'aspect le plus important du trading. Il y a un lien direct entre le potentiel de gain et le potentiel de perte. Ça veut dire que si on vise un rendement, par exemple, de 25%, donc sur une transaction donnée, bien, il faut qu'on ait un niveau de perte qui va être en lien avec ce gain potentiel. Donc, dépendamment de notre taux de réussite, on pourra accepter une perte plus ou moins importante. Cependant, si on fait une règle du pouce, là, habituellement, on n'acceptera pas de prendre une perte plus élevée que 12 à 13% sur un potentiel de gain de 25%. Mais souvent, on va appliquer le 3 pour 1, c'est-à-dire qu'on va généralement essayer de déterminer une perte maximale de 8%, par exemple, pour un gain de 25%. Donc, ça nous laisse une certaine marge de manœuvre parce qu'on sait nos gains ne correspondront pas toujours à 25%. Et donc, on veut essayer d'équilibrer nos pertes en fonction de ce gain potentiel-là. Ensuite, on va gérer la perte en fonction du profit de la position et pour s'assurer que la position, une fois qu'elle est gagnante, ne redeviendra pas perdante. Donc, on a beau vouloir éviter de perdre, le mieux qu'on puisse faire, c'est de réduire les pertes au minimum. Donc, gérer le risque, c'est inévitablement apprendre à perdre, comme je l'ai mentionné. Donc, perdre, ça fait partie de l'équation. Mais combien on va perdre quand ça va arriver, c'est ça aussi, c'est extrêmement important. Il faut avoir la discipline de prendre ses pertes quand c'est le temps, et ça, sans discussion. Donc, laisser courir les profits quand on est en situation gagnante, mais prendre ses pertes quand on atteint notre limite. On fait trop souvent l'inverse. On prend nos profits rapidement, on laisse courir nos pertes quand on se dit que le marché va revenir. C'est une erreur qu'on fait souvent, qu'on doit corriger si on veut réussir à long terme. Donc, il faut avoir un plan. Le plan est essentiel pour pouvoir parer les coûts sans avoir à improviser. Improviser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas nécessairement jamais improviser, mais il ne faut pas que ça fasse partie de notre plan, que ce soit la base sur laquelle on va s'appuyer. L'improvisation, une bonne improvisation, c'est planifié. Donc, les meilleures sont celles qui sont planifiées. Donc, ça veut dire qu'on est en mesure de réagir sans nécessairement avoir l'air d'avoir improvisé. Hein, c'est parce qu'on possédait quelque chose en dedans de nous. Donc, le plan, c'est un outil important pour les meilleurs négociateurs. Donc, imaginez-vous pour les débutants. Donc, le plan ne nous permet pas de tout prévoir, mais il va nous permettre de déterminer à l'avance nos points d'intervention. Mais ensuite, la difficulté, ça va être de l'appliquer. C'est toujours ça le problème. Les meilleurs négociateurs vont utiliser le plan pour déterminer à l'avance leur niveau de risque avant chaque transaction. Et puis, ils vont prendre leur perte sans hésitation le moment venu. Donc, on a tous commis cette erreur de garder notre position alors que notre stop avait été atteint. On a tous fait ça. Alors que bien des fois, le marché va revenir, puis il va nous dire « Hey, on a-tu bien fait de ne pas prendre notre perte? » Mais ça, c'est ce qu'on appelle être récompensé pour une erreur. Donc, avec l'expérience, notre cerveau va enregistrer cette erreur comme étant un bon coup. Donc, tout de suite, on va donner quelque chose de positif à une erreur. Faut pas faire ça. Ça veut dire qu'on va être tenté de répéter cette erreur-là plus tard, mais éventuellement, quand le titre va avoir reculé, on n'aura pas pris notre perte parce qu'on pense que le marché va revenir et c'est là qu'on va prendre notre perte de 50% par la suite. Donc, cette façon, pour éviter d'aller dans les bas-fonds, on va essayer d'être conscient qu'on doit éventuellement prendre notre perte et que ça fait partie de l'équation. Il faut prendre nos pertes
sans hésiter le moment venu. Donc, on va les accepter et on va comprendre qu'il est possible que nous liquidions notre position, que le marché revienne. C'est frustrant, mais c'était la chose à faire. Donc, il va falloir qu'on se conditionne pour ça. Donc, mais il vaut mieux prendre notre perte pour rien que de ne pas vendre et encaisser une perte qui va être plus élevée que celle qu'on pourrait tolérer. Donc, on va mettre en place un processus de gestion du capital pour la prise de profit. Cela va nous permettre de garder une position gagnante le plus longtemps possible afin de maximiser nos profits, qui dit, donc comme le vieil adage qui dit qu'il faut laisser courir nos profits et prendre nos pertes rapidement. Et donc, le plan, bien, c'est pas le fruit du hasard. Le plan doit refléter ce que nous croyons être notre avantage. En anglais, on appelle ça un hedge. Donc, le plan vise à mettre en place les stratégies qui vont nous permettre, à moyen ou à long terme, de réaliser cet avantage-là sous la forme de profit. Donc, le plan doit contenir des stratégies que nous croyons gagnantes et le processus d'exécution est aussi important, sinon plus que la stratégie elle-même. Donc, en résumé, avoir un plan nous évite de paniquer quand la situation se corse et que tout va trop vite. On ne veut pas prendre de décision sur le coup de l'émotion de manière impulsive. Et les règles qui sont en place, eh bien, ça nous permet de les exécuter le plus, je dirais, automatiquement possible. Il faut être rigide avec les règles, mais flexible dans nos attentes, c'est-à-dire que tout ne se déroulera pas comme prévu. Donc, il est possible qu'on n'ait pas tout prévu. Et donc, le chemin vers la profitabilité va être long et pénible, mais tout au long de notre parcours, notre foi envers le plan va être testée et mise à l'épreuve. Donc, c'est la raison pour laquelle il est très difficile, voire même impossible, comme je l'ai mentionné, d'avoir confiance dans le plan de quelqu'un d'autre. Imaginez, c'est difficile quand nous-mêmes on construit le plan. Donc, il va falloir s'approprier le plan et ça va être le point le plus important dans notre plan. Là, le point le plus important, c'est notre stratégie de défense. Il va falloir protéger notre capital. Notre capital, c'est notre outil de travail, comme pour le mécanicien, c'est son coffre d'outils, ben nous, c'est notre capital. Sans capital, on ne peut saisir les opportunités. Ensuite, il va falloir apprendre à gérer nos positions. Est-ce qu'on prend nos profits d'un coup? Est-ce qu'on sort de notre position par des réajustements progressifs? Donc, au moment de prendre notre perte, par exemple, on pourrait déterminer qu'on va liquider seulement la moitié de la position. Donc, c'est important. Si on l'a prévu, pas obligé de tout liquider. On dit, mais c'est la constante qui va être importante. Donc, même chose pour on liquide 50% de notre position, supposons. Et ensuite, bien, on va établir un autre point de sortie pour l'autre 50%. Mais ça ne veut pas dire qu'on va garder notre position au complet ou qu'on va liquider notre position au complet. Ça veut dire qu'on a déterminé comment on va prendre notre perte. Donc, c'est important d'être constant dans notre approche. Et ensuite, les modifications au plan bien, vont se faire en cours de route, mais pas et seulement après mûre réflexion. Donc, on n'apporte pas des changements comme ça, tout simplement parce que ça n'a pas marché une fois. Donc, voici les éléments de base les plus importants qu'on doit savoir pour partir du bon pied dans l'élaboration de notre plan. Notre prochain point, c'est l'exécution du plan. Donc, on va mettre en place notre plan, mais de quelle manière? Donc, on va commencer tout simplement par des transactions fictives. Donc, dans l'approche que je propose dans le programme de la gestion d'un portefeuille d'options, eh bien, c'est de cette façon-là, on doit pratiquer nos stratégies. Donc, on commence par des transactions fictives. Et tout simplement, je fais référence à Warren Buffett qui dit ici, qui est, vous savez tous, Warren Buffett, qui est probablement le plus grand investisseur de l'histoire, qui dit qu'on n'était jamais l'eau avec ses deux pieds. Donc, c'est la raison pour laquelle on va commencer par effectuer des transactions fictives au départ. Mais ensuite, on va les faire pour en arriver à se familiariser avec les transactions de notre plan et à identifier celles avec lesquelles on pourrait effectuer éventuellement les transactions réelles. Donc, ça nous permet de faire un peu de ménage dans certaines transactions, certains types de transactions. Donc, après ça, on va commencer par des petites transactions réelles, donc petites au début, et graduellement, pour ensuite augmenter la taille des positions. Alors, mais pourquoi commencer petit? Parce qu'il faut vivre le plus rapidement possible des petites positions réelles, parce qu'on veut vivre les émotions reliées à nos positions. Lorsqu'on fait des transactions fictives, il nous manque un élément, et c'est la partie émotion d'avoir une position. Lorsqu'on s'absente du marché, par exemple, pour aller faire des courses, bien, avec une transaction fictive, on ne pense pas à notre position, mais si on a une vraie position, alors à ce moment-là, on va l'avoir en tête. Bon, qu'est-ce que le marché a fait? Qu'est-ce qui a baissé? Est-ce qu'il a atteint mon point?
Donc, on aura ça en tête. Donc, nos positions réelles nous accompagnent toujours, elles sont toujours présentes, alors que les positions fictives, on les oublie. Donc, parce qu'elles ne nécessitent pas d'intervention immédiate, alors que même la plus petite position, on doit intervenir au moment où les éléments se déclenchent. Donc, on va prendre des petites positions, même avec un contrat, ça va être important. Donc, il va être important de vivre les émotions liées à la gestion de notre position afin de déterminer si la stratégie nous convient parfaitement. Certaines stratégies vont nous convenir plus que d'autres, alors on va pouvoir choisir celles qui vont trouver leur place dans notre plan. C'est ainsi qu'on va s'approprier le plan qui va devenir le nôtre. Les trois éléments clés du succès sont la constance, la confiance et la persévérance. Donc, la constance, une fois qu'on l'a mis en place, notre plan, c'est de donner une chance au plan de faire ses preuves avant de le modifier. Ça veut dire qu'on doit avoir raisonnablement confiance dans le plan. Hein? Donc, ça, c'est bien évident. Donc, si on a confiance dans notre plan, on va pouvoir plus facilement passer à travers les hauts et les bas, et surtout les bas. Hein? Les hauts, c'est tellement facile. Donc, ça veut dire que persévérer, finalement, il va falloir, c'est de donner une chance à notre plan. Et donc, on ne peut pas persévérer sans confiance, sans être constant. Donc, tout ça, c'est lié ensemble. Donc, finalement, comme il est difficile de négocier le plan de quelqu'un d'autre, il va falloir impérativement que le plan devienne le nôtre. Et une fois qu'on va s'être approprié le plan, on ne pourra faire autrement que d'avoir confiance en lui. Tout ça, c'est une roue qui tourne. Ça va être notre plan si on comprend et qu'on est d'accord avec les principes de ce plan-là. Donc, aussi longtemps qu'on ne comprendra pas, qu'on n'aura pas confiance dans tous les éléments, bien, on ne pourra pas le mettre en place, ce plan-là. Donc, on veut s'approprier le plan. Donc, dans ce type de formation que je vous propose sur le site lesoptions.com, eh bien, c'est ma vision. Donc, c'est ce que je mets en pratique. Et donc, ça fait partie de mon plan. Ça veut dire que il va être très difficile à l'heure actuelle d'avoir une confiance totale dans ce que je vous propose. Et j'en suis tout à fait conscient. Et ça, c'est très compréhensible. Donc, vous ne savez pas si ce que je vous dis a du sens ou pas. Et donc, vous devez être sceptique. Et puis, c'est comme ça qu'on doit aborder le marché ou les conseils ou les connaissances qu'on acquiert. On doit avoir un grain de scepticisme. Donc, moi, je me suis retrouvé dans la même situation au début de ma carrière. Lorsque j'ai commencé sur le parquet, eh bien, j'ai appris des autres. J'ai commencé par apprendre des autres. Puis j'ai adapté les enseignements donc à mon style. J'ai modifié telle ou telle chose pour l'améliorer avec plus ou moins de succès. Donc, puis au final, les techniques faisant partie de mon arsenal, c'est devenu les miennes. Donc, je m'y suis approprié. Ça prend un certain temps. Vous devrez faire la même chose. Vous allez prendre les principes que je vais vous transmettre ou que d'autres vous transmettront. Hein, donc, c'est pas interdit d'aller voir d'autres formateurs, d'autres écoles de pensée. Et vous allez prendre ces principes-là, vous allez vous les approprier, puis vous allez les modifier. Et donc, comme la vérité n'existe pas, bien, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous approprier un plan qui va vous ressembler. C'est ça qui fait la beauté du marché, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde, pour tous les champs de pensée. Donc, à propos de la vérité, Warren Buffett nous dit que la bourse n'est fait que d'opinion. Donc, il n'y a personne qui a la vérité. Donc, peu importe ce que les négociateurs disent, en fait, tout c'est seulement une opinion. Hein, le prix qu'on paye pour obtenir quelque chose, eh bien, le prix, c'est ce qu'on paye pour obtenir quelque chose et ce qu'on obtient en rechange, c'est une valeur. Est-ce qu'on paye pour quelque chose qui a plus de valeur que ce que le marché pense, ou on paye pour quelque chose qui a moins de valeur que ce que ça en a. Donc, on a tendance à oublier que c'est une opinion, le marché. Et nous, on doit déterminer si cette opinion-là, par rapport à la valeur du titre, si elle est surévaluée, cette opinion-là, ou sous-évaluée. Et on va prendre nos décisions en conséquence de ça. Donc, si la vérité n'existe pas à ce moment-là, le doute doit faire partie de l'équation. Donc, si on n'a pas de vérité, on doit douter. Donc, moi, je doute tout le temps. Et puis, vous allez dire que c'est en contradiction avec la confiance et vous avez raison. Mais cependant, j'ai confiance dans mon plan. Je n'ai pas confiance que je vais réussir à tout coup. J'ai confiance dans mon plan qui va me permettre, à long terme, d'aller chercher un succès.
Mais c'est le doute qui fait en sorte que je pourrais, le moment venu, modifier ou ajouter une nouvelle technique ou stratégie dans mon portefeuille. Donc, c'est ça qui est important. Puisque je peux remettre en question toujours. Il n'y a pas de dogme. C'est pas une religion, là, un plan. Donc, on sait pas, on croit ou on ne croit pas. C'est, hey, ça ne fonctionne pas, on change. Et on ajoute, et on modifie. Donc, c'est le doute qui donne sa raison d'être à la gestion du risque et du capital. Puis si on n'avait pas de doute du tout, bien, on n'aurait pas besoin de gestion de risque ni de gestion du capital. Donc, au final, la confiance doit être beaucoup supérieure au doute pour qu'on puisse appliquer le plan. Donc, on va devoir éventuellement développer notre approche. Et donc, avec les principes de base de la négociation fictive et la prise de petites positions, on va découvrir les stratégies qui vont nous intéresser le plus, qui vont nous passionner. En fait, la passion, c'est extrêmement important pour continuer. Je ne parle pas ici des émotions, de l'excitation, de l'euphorie. C'est notre plan. Si notre plan ne nous passionne pas, donc comment on va pouvoir y mettre tous les efforts pour le mener à terme. Donc, si on est passionné, alors on peut être garanti qu'on va tout mettre en œuvre pour mettre les efforts en temps et en énergie pour réaliser le plan. Donc, le plan, ça ne se réalisera pas du jour au lendemain. Il faut beaucoup de patience pour le mener à terme. Donc, en cours de route, on peut avoir confiance ou on peut avoir tendance à tourner les coins ronds. C'est-à-dire que, donc, si je tourne les coins ronds, il faut apprendre aussi à éviter et à encadrer. Moi, de mon côté, j'ai tendance à le faire. Et j'ai dû travailler sur cet aspect. Puis ça fait partie de mon tempérament de gambler. Je suis impatient. J'aimerais que les choses aillent plus vite, que ça arrive plus vite. Donc, ce sont de belles qualités parce que j'ai de l'énergie. Mais en bourse, ce type de qualité-là, ça fait pas bon ménage. Ça veut dire que quand j'ai commencé sur le parquet à titre de professionnel, j'avais tellement hâte d'avoir des positions dans mon portefeuille que j'ai commencé à prendre une série de positions d'options comme s'il n'y avait aucun lendemain. Là. Donc, j'ai rentré sur le parquet. C'était ma première journée de négociateur professionnel et j'achetais à gauche pas à droite. D'un coup, sur le parquet, on était sur le parquet, puis dans le temps, le son portait très bien. J'entends mon patron à l'époque qui me regarde, puis il me dit « Martin! » Il m'appelle. Là, je me revire de bord. Je regarde, il me fait signe, il dit « Viens-t'en ici. » Je m'approche, il me regarde, il dit « La bourse va être ouverte demain. » Comprends-tu? Il dit, calme-toi, sois patient, il va y avoir des opportunités. Pas obligé d'être l'initiateur de la transaction. Attends, il y a des vendeurs qui vont venir vendre sur ton cours. Il y a des acheteurs qui vont venir acheter sur ton cours. Vendeurs. Donc, tout ça, c'est sois patient, attends les opportunités, elles vont venir à toi, puis il est inutile de courir. Donc, comment on va faire pour corriger nos points faibles? Tout simplement en appliquant le plan. Donc, on va dire, je vais faire ça, telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire, et ensuite évaluer pour savoir si je l'ai vraiment effectué, si j'ai vraiment suivi mon plan. Donc, ensuite, on va vouloir modifier ce plan-là. Donc, on ne modifie pas le plan comme ça. Hein, le cœur du plan, il doit demeurer intact, sinon on en arrive à changer de plan à tout bout de champ, et là, c'est plus un plan. Donc, ce qu'on veut, c'est améliorer le plan. Puis on ne doit pas improviser avec les changements. Donc, par exemple, un investisseur qui vient de prendre une perte de 8% suite au déclenchement de son stop. Il liquide sa position, confirme sa perte. Puis comme cela arrive très souvent, le titre effectue une remontée et revient. Donc, on reprend tout le terrain perdu. Donc là, on vit un sentiment d'échec. Notre cerveau interprète ça comme une mauvaise chose. Donc, naturellement, la prochaine fois, le signal de notre cerveau va nous envoyer, bien, ça va être, rappelle-toi, Martin, la dernière fois, cela n'a pas bien été. Hein? Donc, fais attention. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, beaucoup d'investisseurs vont tomber dans le panneau et ils n'écouteront pas le prochain stop. Parfois, ils auront raison. Donc, ben oui, ça fait 2-3 fois en ligne que je n'écoute pas mon stop, j'ai bien fait. Mais là, ce qui va arriver, c'est que notre cerveau va interpréter ça comme une bonne chose. Vous voyez? Le stop où on est sorti, notre cerveau interprète ça comme une mauvaise chose alors que c'est une bonne chose. Et ensuite, le fait qu'on n'écoute pas notre stop et qu'on a eu raison, hein, c'est une erreur, mais ça va être interprété comme étant une bonne chose. Toutes des choses que le cerveau va interpréter de manière erronée. Donc, c'est comme être récompensé pour une erreur. Ça veut dire que ça peut nous coûter cher une bonne fois. Donc, la première fois, en résumé, on a vendu, le message était que c'était pas la bonne chose à faire. La deuxième fois, on n'a pas vendu, puis le marché a rebondi. Le message, c'est qu'on avait raison.
Donc, on vient de recevoir 2 confirmations erronées, mais tout de même, 2 confirmations allant dans le sens qu'il ne faut pas exécuter les stops. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? Ben, c'est tout simplement suivre notre plan. Tout simplement, on n'improvise pas. Il y a bien une raison pour laquelle on a mis un stop à ce niveau, c'est pour éviter le risque de ruine. Donc, c'est important. Dans la diapositive qu'on voit à l'écran présentement, eh bien, on peut observer dans la colonne de gauche le pourcentage de pertes subies et dans la colonne de droite le pourcentage de profit qu'on doit réaliser pour totalement récupérer notre perte. Donc, lorsque la perte est petite ou raisonnablement faible, le gain correspondant est partiellement réalisable. Cependant, on remarque que lorsque la perte devient de plus en plus grande, soit supérieure à 25 %, donc plus je vais perdre au-delà de 25 %, le pourcentage de gain pour récupérer totalement la perte devient presque impossible à réaliser. Donc, une perte de 20 % nécessite un gain de 25 %. Donc, si j'ai perdu 20 % en faire 25 %, ça a du bon sens. Mais perdre 50 % nécessite un gain de 100 %. Ça, c'est extrêmement difficile. Donc, on veut éviter de tomber dans cette zone de perte lorsqu'on exécute nos stops. Donc, notre perte de 8 % à la suite de l'exécution du stop fait partie de notre équation. C'est le prêt à payer pour éviter de tomber dans la zone des pertes quasi irrécupérables. Donc, pourquoi faut-il exécuter notre stop? Bien, pour éviter de prendre une perte quasi récupérable. Donc, par exemple, supposons qu'on subisse 2 pertes de 8 %, ensuite on fait un gain de 25 %, bien, au total, notre gain, c'est de 9 %. Imaginons 3 pertes de 8 %, maintenant un gain, suivi d'un gain de 25 %. Notre gain net est maintenant de 1 %. Donc, on voit que même avec des pertes consécutives, on peut réussir à tirer notre épingle du jeu par la suite. Donc, maintenant, si on n'a qu'une seule perte de 8 % un gain de 25 %, vous voyez que notre gain est de 17 % en total. Donc là, on va pouvoir tirer avantage de notre plan. Et donc, il faut donc prendre nos pertes rapidement et laisser courir les profits comme on l'a vu précédemment. Maintenant, le plan peut également se modifier tout seul. Donc, par exemple, la gestion du capital va nous permettre de faire des changements dans le plan au niveau de la taille des positions. Donc, moins on va avoir de capital, bien moins on va mettre de position. Donc, une stratégie perdante va recevoir de moins en moins de capital au fil du temps, alors qu'une stratégie gagnante va avoir de plus en plus d'importance et donc, notre plan va s'ajuster à ce niveau-là. Ça, c'est au niveau de la gestion du capital. Maintenant, parlons de la diversification stratégique. C'est important d'aborder cet aspect-là. Donc, le marché peut prendre en tout temps 3 directions. À la hausse, à la baisse et demeurer stable. Alors, comme on ne peut pas prévoir la direction du marché avec certitude, ce qu'on va essayer de faire, c'est de déterminer, de mettre en place une diversification stratégique pour tirer avantage du comportement normal du marché et pour se protéger contre les comportements anormaux ou hors normes. Donc, de cette façon-là, je vais essayer de réduire les probabilités que toutes mes stratégies ne fonctionnent pas en même temps. Puis, je vais augmenter les probabilités de voir une majorité de mes stratégies, en fait, bien performer ou se comporter de manière normale. Donc, à la minute que quelque chose ne fonctionne pas bien, je prends mes pertes. Mais avec plusieurs stratégies, si j'en ai plusieurs qui fonctionnent bien, j'élimine les perdantes et je continue avec celles qui continuent. Donc, chaque stratégie que je vais mettre en place, bien sûr, aura une espérance de profitabilité à long terme, qu'on peut plus ou moins valider, hein, n'est-ce pas? On ne peut pas savoir exactement, mais on a une espérance de probabilité. Donc, au final, notre portefeuille devrait nous donner des rendements au moins égaux au marché, on espère. Si ça ne donne pas le rendement du marché, ce qu'on souhaite à tout le moins, c'est d'avoir moins de pertes ou moins de volatilité dans les rendements du marché. Donc, notre objectif dans la diversification, c'est d'obtenir le meilleur rendement qui est possible d'atteindre en fonction d'un risque donné. Donc, ça, c'est la théorie moderne de portefeuille qui est à la base de la diversification en finance. Et l'objectif, c'est d'obtenir le meilleur rendement possible en fonction d'un risque donné. Donc, la diversification, c'est de mettre en place, c'est de ne pas mettre en place, de mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, c'est tout simplement ça. Et on peut, donc, il y a différents types de risques, le risque spécifique et le risque de marché. Donc, le risque spécifique, c'est le risque qui est lié à, par exemple, à un titre en particulier, à une stratégie donnée. Et donc, ce qu'on veut en diversifiant plusieurs titres ou plusieurs stratégies,
c'est d'en arriver à un point où on ne sera pas tributaire d'une seule stratégie, on ne mettra pas tous nos œufs dans le même panier. Et si notre stratégie nous fait perdre 100% du capital, bien on ne voudra pas perdre 100% de notre portefeuille. Donc, si on met 100% de notre portefeuille dans une stratégie et qu'elle est réduite à zéro, bien, on va avoir tout perdu. Donc, on va diversifier nos stratégies pour atteindre ce qu'on appelle le risque de marché. Le risque de marché, on ne peut pas le diversifier, celui-là. Donc, il y a différentes façons de diversifier. La diversification stratégique permet de mettre en place des stratégies différentes, ayant chacune une espérance de gain à long terme, donc sur un ou plusieurs actifs, par exemple. Ainsi, on pourrait mettre en place des stratégies à court et à long terme, donc différentes temporalités. Des stratégies passives, en détenant des parts de fonds indiciels. Des stratégies passives fondées sur l'approche valeur et sur l'approche momentum. Donc, vous voyez, on différencie nos portefeuilles, nos types de gestion de portefeuille. Et le tout complété par différentes options d'options également. Donc, stratégie d'options. Donc, en diversifiant nos stratégies, on peut tirer avantage des différentes conditions de marché qui peuvent se présenter à nous. Et donc, on peut être performant dans ces différentes positions-là. Chaque portefeuille ayant le potentiel de subir des pertes à court terme. Mais si on choisit bien, qu'on exécute bien nos stratégies, alors à long terme, on devrait pouvoir réaliser le rendement du marché, plus ou moins, en fonction de la volatilité, voire même le battre. Donc, c'est notre objectif. On aimerait bien pouvoir le battre, mais ce qu'on cherche, principalement, diminuer les risques en fonction du gain qu'on va obtenir. Donc, la diversification, ça n'élimine pas les risques, tous les risques, mais réduit les périodes de perte maximale où toutes les stratégies vont perdre en même temps. Puis, on va essayer de maximiser les gains, les périodes de gains sur le long terme. Ce qui nous donne ce qu'on appelle un ratio de Sharpe élevé. C'est-à-dire, le ratio de Sharpe, ça a été développé par l'économiste américain William Sharpe. Ça mesure le rendement d'un portefeuille par unité de risque. Donc, c'est-à-dire le rendement du portefeuille divisé par son écart type. Donc, c'est la volatilité de ces rendements-là. Donc, plus le rendement est élevé par rapport et que notre risque est faible, à ce moment-là, ça veut dire qu'on a donc moins de risques et un rendement plus élevé. Et à ce moment-là, plus le ratio de Sharpe va être élevé. Et plus le ratio de Sharpe est élevé, bien à ce moment-là, ça veut dire qu'on a choisi un investissement qui nous donne plus de rendement par rapport au niveau de risque. Donc, un portefeuille diversifié stratégiquement vise à construire de manière optimale les stratégies les plus appropriées pour nous. C'est ce qu'on veut mettre en place. Donc, voilà ce qu'on avait à voir dans le cadre de ce webinaire. Donc, on a vu les principes de base. On a vu que c'est important d'avoir un plan, donc de bien l'exécuter. On a vu la diversification stratégique. C'est un outil important à prendre en considération lorsqu'on va construire notre plan. Donc, on ne voudra pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, la semaine prochaine, le prochain webinaire, donc on a terminé nos 2 webinaires prévus sur cette série de 3. Le prochain, c'est l'importance d'identifier l'état du marché. C'est un aspect et là, on va voir que, je vous donne un petit indice ici, c'est qu'on ne veut pas prédire le marché. De toute manière, on ne peut pas le faire. Donc, de quelle manière on doit regarder le marché, comment on doit aborder cet aspect-là. Eh bien, ça m'a pris plusieurs années à me convaincre de cette façon de voir le marché et j'en dors beaucoup mieux maintenant depuis que j'ai cette approche-là. Donc, cette série de webinaires-là, eh bien, elle était en collaboration avec la Bourse de Montréal et je vous invite à visiter le site de la Bourse de Montréal et je remercie infiniment la Bourse de Montréal d'avoir permis la mise en place de cette série-là. La Bourse de Montréal vous offre des outils d'apprentissage en ligne. Vous pouvez consulter donc sur le site de la Bourse de Montréal à l'adresse que vous voyez à l'écran. Il y a également Desjardins qui est un collaborateur important avec nous. Et donc, je vous invite à visiter Desjardins pour avoir pour avoir de l'information également sur leur calendrier de formation et sur les différentes formations qu'ils offrent pour votre bénéfice. Et laissez-moi finalement vous parler du programme de gestion d'un portefeuille d'options qui va commencer le 1er juin. C'est un portefeuille qui tient compte de la philosophie du site lesoptions.com, c'est-à-dire apprendre, comprendre, pratiquer et appliquer. Donc, je vous invite à aller sur le site pour en savoir davantage. Et donc, c'est une formation complète en options. Débute le 1er juin, où on va mettre en place un plan de négociation. On va apprendre à construire un portefeuille et
pour ceux qui n'ont jamais encore négocié d'options, bien, à effectuer de manière autonome nos premières transactions d'options. C'est une formation de 6 mois. Vous allez me dire que du 1er juin au 31 décembre, c'est tout simplement 7 mois. Bien, c'est tout simplement parce que j'inclus dans ça des vacances que je pourrais prendre. Donc, je veux vous donner un soutien pédagogique, un encadrement pédagogique de au moins 6 mois sur cette période-là. Et donc, c'est ma façon pour moi de m'assurer que vous ayez au moins une formation de 6 mois avec moi. Donc, 3 phases. Série sur la négociation des options à laquelle vous aurez accès. Introduction à la négociation d'options, 18 heures. Construction d'un portefeuille d'options. C'est 9 heures de webinaire pratique, mais il y aura beaucoup plus de réunions également qu'on pourra de manière impromptue organiser pour répondre à des questions et tout ça. Donc, je vous invite à visiter le site Les Options, donc à cliquer dans le PDF sur le bouton inscription pour en savoir davantage, et pas nécessairement pour vous inscrire, mais si vous voulez en savoir davantage. C'est une formation de 6 mois auquel vous allez avoir accès au matériel, PDF, vidéo, soutien pédagogique pour un prix de 499 $ plus taxes, soit 573,73 $. Donc, ça m'a fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire. Ce webinaire est enregistré, donc vous aurez accès sur la plateforme du cours de la série sur le site lesoptions.com, comme vous avez accès également au premier. Et donc, c'est un rendez-vous pour la semaine prochaine. Et puis maintenant, bien, je vais répondre à vos questions si vous en avez. Sinon, vous pouvez toujours m'écrire donc à mnoel@lesoptions.com et donc ça me fera extrêmement plaisir de répondre à vos questions.